Est-ce que vous savez que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves? Nos ancêtres, nous qui sommes ici, n'étaient pas des esclaves. En fait, voilà des gens qui torturaient nos ancêtres, qui aujourd'hui ont des noms d'écoles, ont des noms d'hôpitaux, ont des noms d'avenues, ont des statues dans nos rues. On est ici à Yaoundé avec l'avenue Kennedy, avec sa statue. Mais qui est Kennedy pour nous? Si aujourd'hui on n'a pas une attitude patriotique sur le plan économique, c'est fait à dessein. Ça veut dire qu'il y a des structures, il y a des organisations qu'on a eu à mettre en œuvre pour nous empêcher de développer le patriotisme économique. Ce qui fait donc en sorte que vous allez vous retrouver dans des livres, notamment à l'école maternelle, ça c'est une expérience que j'ai déjà eu à mener, où vous voyez des enfants à qui on leur demande de colorer la tour Eiffel, on leur demande de colorer des fraises, on leur demande de colorer les Champs-Élysées, on leur demande de colorer la Statue de la Liberté. En fait, ça peut paraître banal, mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal parce qu'à force de faire cela, voilà un enfant qui, de façon subliminale, va se mettre à aimer quelque chose qu'il n'y a pas chez lui. Dans notre pays, il y a donc beaucoup de structures dans lesquelles il y a des messages subliminaux ou des concepts subliminaux qui nous poussent à ne pas être des patriotes sur le plan économique. Aujourd'hui, on va continuer avec les notions subliminales de patriotisme économique. Parce que j'expliquais que si aujourd'hui on n'a pas une attitude patriotique sur le plan économique, c'est fait à dessein. Ça veut dire qu'il y a des structures, il y a des organisations qu'on a eu à mettre en œuvre pour nous empêcher de développer le patriotisme économique. Alors, je parle de notions subliminales. On a vu ce que c'est que les messages subliminaux antérieurement, que ce soit les messages subliminaux visuels, que ce soit les messages subliminaux auditifs. Et dans notre pays, il y a donc beaucoup de structures dans lesquelles il y a des messages subliminaux ou des concepts subliminaux qui nous poussent à ne pas être des patriotes sur le plan économique. Alors, je vais commencer par le système éducatif. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Dans le système éducatif, on va par exemple observer à la maternelle. Vous allez vous rendre compte que les enfants à la maternelle, il y a une particularité. La première chose d'abord qu'il faut savoir, c'est que tous les livres qu'on utilise au Cameroun à l'école sont importés. Tous les livres. Ce n'est pas imprimé ici. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a même beaucoup de livres qui ne sont même pas édités par des Camerounais. La plupart même d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième information importante. Ce qui fait donc en sorte que vous allez vous retrouver dans des livres, notamment à l'école maternelle, ça c'est une expérience que j'ai déjà eu à mener, où vous voyez des enfants à qui on leur demande de colorer la tour Eiffel. On leur demande de colorer des fraises, on leur demande de colorer les Champs-Élysées, on leur demande de colorer la Statue de la Liberté. En fait, ça peut paraître banal, mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal parce qu'à force de faire cela, voilà un enfant qui, de façon subliminale, va se mettre à aimer quelque chose qu'il n'y a pas chez lui. Je prends un autre exemple, toujours dans le système éducatif. Arrivons par exemple au primaire, où on va nous faire des cours d'histoire. On va nous parler de l'histoire de Napoléon, on va nous parler de l'histoire de Hitler, on va nous parler de l'histoire des rois de France, on va nous parler de l'histoire des héros des autres. Christophe Colomb, quelqu'un qui a découvert l'Amérique. J'ai envie de dire, je pense que le premier cours qu'on a même fait à l'école, c'est la logique. Donc, logique. On dit que quand vous entrez à la CIL, là, ou ceux qui font CP spécial, on fait d'abord un cours sur la logique, même pendant 2 mois, avant de commencer l'école. Parce que comment on peut vous dire que quelqu'un a découvert un continent? Est-ce que ça a un sens? Donc, c'est en fait comme si nous sommes ici, à Yaoundé. On dit que quelqu'un est venu, il nous a découvert. Je veux dire, c'est la chose la plus stupide qui puisse exister. Alors donc, mais ça va au-delà de cela. Ça veut dire qu'on va nous parler de l'histoire des héros de France. On va nous parler de l'histoire des autres. Mais en fait, vous savez ce qu'on va dire de nous-mêmes? En fait, ce qu'on va dire de nous-mêmes, c'est que, on était des esclaves. Je vais même d'abord m'arrêter sur esclaves. Est-ce que vous savez que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves? Nos ancêtres, nous qui sommes ici, n'étaient pas des esclaves. Nous qui sommes ici actuellement, nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Et c'est logique. On est encore dans la logique pour un PDF. Bon. Nos ancêtres. Lorsqu'on venait ici prendre nos ancêtres, on partait avec eux. Ça veut dire, on les prenait, on les mettait dans les pirogues, dans les bateaux. Bon, on tuait certains. D'autres mouraient en route. On les amenait aux États-Unis un peu partout. Et ils partaient cultiver dans les plantations de canne à sucre. Il faut retenir la partie ici. Canne à sucre, on va revenir dessus tout à l'heure.
On va essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas le cacao qu'ils cultivaient. Pourquoi ce n'est pas le café. Pourquoi ce n'est pas le coton. Pourquoi ils faisaient la canne à sucre, mais eux, ils viennent nous dire de faire le cacao. Logique.pdf. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, nos ancêtres partaient, ils cultivaient la canne à sucre. On les fouettait tous les matins, aller cultiver la canne à sucre. Ils mouraient au champ. Alors, quand l'esclavage est fini, nos ancêtres qui étaient là-bas, qui cultivaient la canne à sucre là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont restés là-bas. Personne n'est plus revenu en Afrique. Puisqu'ils n'avaient pas les moyens même d'abord pour revenir. C'est eux qui sont les Noirs américains. C'est eux qui sont en Martinique. C'est eux qui sont aux Antilles. C'est eux dont leurs ancêtres étaient des esclaves. Nous, nos ancêtres, c'était des révolutionnaires, c'était des combattants. Nous, on n'a pas les mêmes ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas les esclaves. Comment? Mais c'est la logique, non? Je veux dire, on vient ici, nous tous, on nous prend, on nous amène aux États-Unis, on travaille dans les plantations pendant 100 ans. Dès que l'esclavage est fini, est-ce qu'on va rentrer au Cameroun? On va rester vivre aux États-Unis, puisqu'on ne peut plus prendre le bateau du cœur. Tu vas prendre l'argent où? Pour rentrer au Cameroun. Tu vas rester ici. Ce qui fait que c'est ceux qui ne sont pas venus aux États-Unis qui vont avoir une descendance, qui sont ceux qui sont là maintenant. Donc, eux, ils n'étaient pas des esclaves. Mais c'est la logique, en fait. Logique. Donc, si quelqu'un te dit que ton ancêtre est un esclave, il faut lui donner une gifle. Comme mon ancêtre est un esclave, tu es fou. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que nos ancêtres vivaient de la chasse, de la cueillette et du ramassage. C'est le même cours d'histoire. Hein? Chasse, cueillette et ramassage. C'est qu'on a certains de nos ancêtres qui ne pouvaient pas grimper sur les arbres. Donc, ils attendaient seulement que la mangue mûrisse. Ça tombe, ils ramassent. Parce que quand on dit ramassage, ça veut dire qu'il attend que ça tombe. Il vient seulement que, bon, ok, c'est la bonne saison, les mangues sont tombées, il ramasse, il rentre sur ces. Attends, vous voyez le degré de stupidité de la personne? Mais quand on parle des ancêtres des autres, on va dire que c'est eux qui ont découvert le moteur à combustion interne. C'est eux qui ont découvert le bateau. C'est eux qui ont découvert la lumière, l'énergie électrique. C'est eux qui ont tout découvert. Les Blancs. Le théorème de Pythagore, une stupidité. Un élève, on dit qu'il a découvert un théorème. Donc quelqu'un qui était un élève en Égypte, aujourd'hui, on dit qu'il a un théorème. Alors qu'on construit les pyramides des milliers d'années avant lui, avec ce théorème-là. En fait, ça, c'est des conneries. Donc, ça veut dire que vous voyez des enfants à qui on leur dit que les Blancs, ancêtres, ont tout découvert, mais lui, ses ancêtres étaient des esclaves et vivaient de la chasse, de la cueillette et du ramassage. Attends, vous vous attendez à ce que quand ils grandissent, il estime que ses ancêtres étaient plus valeureux que les autres. Non. Il aura toujours un sentiment de condescendance vis-à-vis des autres. Et ça, c'est à l'école. Et on lui demande de réciter ça pour passer. Ça veut dire que s'il ne rédige pas ça comme ça dans sa feuille, il ne passe pas. Il va échouer. Là, on est à l'école primaire. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand il va arriver, par exemple, il va avoir son CEP et son concours. Il va avoir le concours pour le lycée Leclerc. Il va avoir le concours pour Jos. Il va aller à l'hôpital La Quintinier quand il est malade. En fait, voilà des gens qui torturaient nos ancêtres, qui aujourd'hui ont des noms d'écoles, ont des noms d'hôpitaux, ont des noms d'avenues, ont des statues dans nos rues. On est ici à Yaoundé avec l'avenue Kennedy, avec sa statue. Mais qui est Kennedy pour nous? Jusqu'à il a une statue. Jusqu'à il a le nom d'une avenue. C'est une aberration. Et ça, c'est un message subliminal que ça passe. Parce qu'à force de voir que tu es au lycée Leclerc, un général qui était là, il torturait nos ancêtres. Tu es au lycée, l'hôpital La Quintini, un général qui était là, qui torturait nos ancêtres. Et aujourd'hui, ils ont des noms d'écoles, des noms d'hôpitaux, des noms d'avenues, des statues. En fait, ça te fait comprendre qu'ils ont été plus valeureux que nos ancêtres, puisque nos ancêtres n'ont pas aussi ces avantages-là. Lorsqu'on parle de nos ancêtres, on dit que c'était des maquisards. C'est des gars qui étaient dans la forêt. Ils tranchaient les têtes. À l'université, encore, c'est pire. Et je pense que j'ai déjà eu à prendre beaucoup d'exemples. Ça veut dire que quand on va vous parler des découvertes scientifiques, c'est toujours les autres. Quand on va vous parler des innovations, c'est toujours les autres. C'est pour ça qu'on a même des expressions qui ont été créées. Le blanc est fort. Waouh, l'avion. Non. Le blanc est violent. Le blanc est puissant. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est un sentiment de condescendance qui se construit progressivement.
Et après, tout naturellement, c'est tout à fait normal que la personne après soit plus intéressée par ce qui vient d'ailleurs. Puisque inconsciemment, il sait que ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Puisque ça a été construit depuis l'école. Ça, c'est au niveau du système éducatif. Au niveau du cinéma et de la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. La culture et le cinéma, ce n'est pas seulement pour divertir. C'est pour ça que dans notre pays ici, il y a aussi d'autres personnes, en dehors de ceux qui volent, comme on a pris l'exemple hier. Il y a aussi des gens à qui on doit faire le même traitement. Mais ceux qui ont utilisé notre culture juste pour nous divertir. Attends, vous vous rendez compte qu'en 2019, il y a quelqu'un dans notre pays qui s'appelle le justicier Nkwaba. Attends. Vous ne trouvez pas qu'on a fait une pause, on s'arrête un peu pour résoudre ça rapidement. Attends, c'est un scandale. Vous ne connaissez pas le justicier Nkwaba? Yeah. C'est que vous êtes des comédiens. Ce soir, tapez ça, il faut noter ça. Il faut noter ça dans vos cahiers. Quand vous allez rentrer sur Facebook ou sur YouTube, vous tapez le justicier de Nkwaba. Et vous n'allez pas dormir la nuit. Ça veut dire waouh. Waouh. On a atteint un niveau qui est extrême. Je ne sais plus à quel niveau nous sommes actuellement. Parce que les gens sont en train d'utiliser la comédie et l'art et la culture pour se divertir, pour jouer. Ce qu'on ne fait dans aucun autre pays. La culture, c'est pour véhiculer des messages subliminaux. Pour pousser à un changement de comportement. Ce n'est pas juste pour se divertir. Je vais vous prendre un exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un plan qu'on appelait le plan Marshall. En fait, c'était basé sur quoi? Après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe était détruite. Et les Européens ont fait la guerre entre eux, ils ont détruit leur pays. La particularité, c'est quoi? C'est que pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, qui sont les personnes qui partaient le plus à la guerre? Les hommes. La preuve, dans tous les pays au monde, il y a toujours plus d'hommes dans l'armée que les femmes. Donc, ce qui fait que s'il y a la guerre, les hommes vont plus mourir que les femmes. C'est la logique aussi pour un PDF. La logique. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est quoi? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, beaucoup d'hommes sont morts à la guerre. Ce qui fait qu'après la guerre, il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est la raison pour laquelle en Europe, les lois favorisent plus les femmes que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a la démocratie. Alors, ce qui se passe, c'est donc quoi? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains disent donc aux Européens que bon, ok, comme votre continent s'est détruit, nous, on va vous aider à reconstruire votre pays. Pour ça, on va vous prêter de l'argent. Mais c'est à certaines conditions. La première condition, c'est que quand on vous prête cet argent, c'est ça qu'on appelait le plan Marshall. Quand on vous prête cet argent, première chose, le matériel que vous devez utiliser pour reconstruire votre pays, ça doit venir des États-Unis. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qui n'était même pas purement liée à la reconstruction, c'est que vous devez ouvrir votre territoire et votre continent à la culture américaine. C'était obligatoire. Les Européens n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'accepter, puisque de toutes les façons, il fallait reconstruire le pays. Et la culture américaine, c'était donc quoi? C'était dans le cinéma, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples de scènes dans les cinémas américains qui vous font comprendre à quel point les messages subliminaux là poussent à avoir un patriotisme qui est extraverti, beaucoup plus vers les Américains. Exemple. Vous avez déjà vu 24 heures chrono? Alors, il y a une particularité dans 24 heures chrono, qui est une série mythique. C'est que tous les terroristes sont arabes, russes ou chinois. Tous les terroristes. Et ce n'est pas le hasard. Tous les terroristes sont soit arabes, soit russes, soit chinois. Et celui qui vient sauver le monde, c'est un Américain. Ce n'est pas le hasard. Vous voyez ça pour vous divertir, mais ce n'est pas le divertissement. C'est un message subliminal qu'on est en train de passer. La preuve, il y a une chaîne sur Facebook et même sur YouTube où c'est des gars qui font une sorte de comédie. Ils sont habillés comme des Arabes. Et ils ont des sacs. Ils vous voient par exemple comme ça, ils viennent avec le sac. Ils lancent sur vous, ils fuient. Et quand ils lancent le sac, qu'est-ce qui se passe? Les gens fuient. Les gens pensent que c'est la bombe. Mais la question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous croyez... Les gens pensent que c'est la bombe, pourquoi? C'est le cinéma qui fait ça. C'est une influence du cinéma. Parce que quand on voit un gars qui est habillé comme un arabe, qui a un sac en main, et il court, il lance le sac là, et il fuit.
En fait, même s'ils ne parlent pas votre langue, il y a la bombe. Et c'est le cinéma qui est en train de ce genre de comportement, oui. Nous ici, on est en train de jouer. Donc on fait le cinéma pour faire rire les gens. Sans message subliminal derrière. Et c'est ça le problème. Bon, je ne peux pas accuser tous les artistes parce qu'il y a certains comédiens quand même qui le font très bien. Donc, je ne peux pas cracher sur tous. Mais il en faut plus. Quand on regarde une comédie, ça doit nous pousser à avoir un certain message qui influence nos comportements. Et ça aussi, c'est le patriotisme économique. Alors, je prends notre exemple, la spiritualité de la région. Là, on a tout un exemple dessus. On a tout un chapitre dessus, donc je vais passer. Les langues maternelles. J'aime toujours le dire, il y a des mots en vos langues qu'on ne peut pas traduire en français. Pour ceux qui connaissent parler leur langue. Il y a des mots en langue qu'on ne peut pas traduire en français. Si on veut traduire ça en français, on sera toujours obligé de chercher un équivalent ou d'essayer juste d'expliquer. Parce qu'on ne peut pas trouver l'équivalent en français. Vous savez pourquoi on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce que les langues maternelles transmettent une culture, transmettent toute une histoire qu'on ne peut pas transposer dans une autre langue. Si vous avez déjà remarqué, pour certains qui vivent encore avec leurs parents, parfois vous causez peut-être avec votre mère ou votre père, quand il est fâché, il commence à parler en langue. Parce qu'il y a certaines émotions qu'on ne peut retranscrire que dans certaines langues. Oui, ça veut dire que parfois quand tu es fâché, pour bien exprimer ton degré de colère, il faut utiliser une autre langue au lieu du français. Parce que le français, tu ne trouves pas les mots en français qui sont exactement correspondants à l'émotion que tu as. Tu es obligé de dire ça en langue. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a par exemple une étude qu'on a menée en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'on a pris les livres qui sont en anglais et qu'on a traduit en français. On s'est rendu compte que le sens est changé à plus de 60%. Le sens n'est plus le même. Et j'aime toujours prendre cet exemple mythique. KSM, dans notre environnement. Si quelqu'un te dit que, une fille te dit qu'elle vend le piment, il faut traduire en anglais. Tu vas traduire comment? Parce que supposons qu'un anglais vient ici, il est dans cette salle. Une femme lui dit, traduis, je vends le piment en anglais. En fait, la traduction qu'il va donner n'est pas forcément ce qu'elle disait. Il va traduire ça de façon littérale. Mais à la fin, ceux qui vont lire sa traduction ne comprendront pas ce qu'elle disait. C'est pour ça qu'on dit que toute traduction est trahison. Parce que quand tu traduis, tu insères tes émotions, tes perceptions, qui peuvent changer le message. Bon, maintenant, la question que je vais vous poser, c'est, la Bible a été écrite en quelle langue? Et qui a traduit? Comment on a fait pour avoir des Bibles maintenant en banganté? Qui a traduit? Un document qui fait plus de 2000 pages. Vous imaginez le nombre de tournures de sens qu'il y a eu pour qu'on se retrouve en français, en anglais ou en étonne? Bien sûr. Encore que vous devez savoir qu'on fait des mises à jour de la Bible chaque année. La mise à jour du message de Dieu. Donc Dieu parle et les gens font la mise à jour. Vous savez ça quand même, quand on fait la mise à jour chaque année, il y a des nouvelles éditions. L'édition, ça veut dire qu'on fait une mise à jour. Donc on change des choses. Donc on trouve que non, Dieu s'est un peu trompé ici, il faut qu'on change. Il faut qu'on adapte ça à notre réalité maintenant. Parce que Dieu, il ne comprenait pas bien les nouvelles technologies de maintenant. Il faut qu'on change. On est dans du n'importe quoi en fait.